Bonjour, c'est l'heure de la pause décoloniale. Vous êtes avec Rosie. Bienvenue dans cette émission, votre émission où les femmes du pays Kanaki, Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs parlent de décolonisation et d'émancipation. La population féminine du pays bénéficie lentement d'une représentation au niveau des institutions. Peut-on continuer à faire l'impasse sur cette moitié de la population ? Certains pensent qu'elles doivent investir plus encore l'espace public et ainsi changer la politique et par conséquent le pays. Ce serait en tout cas une belle façon de renouveler la classe politique. D'autres soutiennent que les femmes doivent investir l'ensemble des champs, politique, relations internationales, économie, sécurité, santé, et apporter un nouvel éclairage dans ces domaines. Un plafond de verre à briser ? Oui, avec persévérance, habileté et détermination. S'agissant des femmes Kanak en politique, elles sont présentes, oui, dans les partis politiques, les sections de base bien évidemment, dans les cabinets politiques en tant que collaboratrices ou directrices de cabinet. Nous avons également des élus communaux et provinciaux. Loi sur la parité oblige, n'est-ce pas ? Mais j'y pense, avons-nous des femmes Kanak à la tête de partis politiques ? Au programme de cette édition, la femme Kanak en politique. Discussion avec Monico Auchas, présidente du mouvement nationaliste, indépendantiste et souverainiste, le MNIS. Avons-nous des femmes Kanak à la tête de partis politiques ? Eh bien oui, depuis le 25 juillet 2020, Monico Auchas, jeune femme Kanak alors âgée de 30 ans, prend la tête du mouvement nationaliste, indépendantiste et souverainiste, le MNIS. Le MNIS a été créé à l'issue du premier référendum du 4 novembre 2018. Il milite pour l'indépendance de Kanak et Nouvelle-Calédonie et fait de l'amélioration des conditions de vie et la réduction des inégalités sociales son cheval de bataille. Monico Auchas est une jeune femme Kanak qui, du haut de ses 32 ans, a un parcours militant bien étoffé. De son engagement associatif en France notamment, elle s'engage en politique et fonde avec des jeunes militants tels que Luther Boudjo le MNIS. Militante indépendantiste, c'est une femme qui travaille, elle est entrepreneur, consultante en énergie, efficacité et maîtrise énergétique et vient également de développer une nouvelle offre en coaching jeunesse. Tout de suite, entretien avec Monico Auchas. Tu es à la tête du MNIS, tu occupes aisément les espaces de parole, faire partie des fondateurs d'un mouvement politique et de défendre avec détermination une idéologie et ce que vous appelez au sein du mouvement un nationalisme kanak inclusif. Donc, en 2019, quand vous êtes apparu sur la scène politique, je parle de votre mouvement, j'ai perçu cela comme un tournant dans l'histoire du Front nationaliste kanak, comme une démarche offensive qui a bousculé, on va dire, les vieux mammouths politiques. À quoi dois-tu une telle audace, une telle détermination et une telle conviction de vouloir venir et changer le visage politique calédonien et le Front nationaliste? Alors, en effet, quand on est arrivé en 2019, cette détermination dont vous parlez, c'est un élément fort parce qu'on a la conviction profonde, l'ensemble des membres fondateurs de ce mouvement, du mouvement nationaliste indépendantiste souverainiste à l'époque, en 2019, d'arriver de faire une proposition nouvelle, de rationaliser le projet indépendantiste. Et donc, au-delà de l'indépendance, nous voyons la construction du pays, l'après, oui, et donc une proposition rationalisée avec un projet nationaliste, avec une vision de la culture kanak inclusive,
c'est-à-dire qu'elle prend en compte l'ensemble des cultures du pays. Et donc c'est en cela que nous avons cette conviction profonde au niveau du parti. Ça fait partie des fondamentaux. Et également au niveau des différents profils, on est complémentaires, on va dire cela comme ça, parce qu'après, le parti s'est alimenté de nouveaux personnages, de nouvelles personnalités au niveau du pays, et, euh, et donc euh, et donc c'est en cela aussi que nous disons que le pays avait aussi besoin d'un souffle nouveau. C'est un aspect générationnel, c'est un aspect tout simplement humain, et donc il faut venir avec de nouvelles idées, de nouvelles propositions à étoffer l'offre au niveau du pays. Et je pense aussi que cette détermination et cette audace, je dois cela aussi à un de mes modèles qui est encore présente aujourd'hui. Et je remercie de tout ce qu'elle a fait pour nous, pour la famille, à ma grand-mère maternelle, des femmes fortes, des femmes qui ont su, qu'elle a su éduquer seule ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants. Et également, je pense à toutes les femmes fortes et combatives du pays. C'est cela qui fait que j'ai cette audace aussi de pouvoir porter, parce que j'ai pris la présidence de ce parti, de pouvoir porter cette proposition de manière franche et assumée au niveau du pays. Je reprends un extrait de tes propos dans le débat que tu as eu sur NC Première la radio le 11 mars. Tu étais invité avec deux autres jeunes femmes politiques. À la question d'un auditeur sur la place de la femme dans la coutume, et ça rejoint ce que tu viens de dire par rapport au modèle que tu as eu, tu as répondu: quand on est présidente de parti, on arrive avec cette force de proposition. L'idée, c'est de convaincre que demain, on peut construire autrement. Quand on le défend comme ça, on le défend aussi chez nous, sur nos terres, dans nos clans. La société kanak n'est pas à la marge. Quand on s'adresse au pays, on s'adresse à nos clans. On a la liberté d'apporter cette vision nouvelle sans pour autant aller dans l'irrespect et porter atteinte aux valeurs qu'on nous a transmises. Moi, j'ai pas de souci pour discuter avec des chefs de clan au sein de ma famille ou de ma belle famille, puisqu'il est question de l'organisation de la société. Ça veut dire porter ces discussions et ce que tu défends au sein de ta famille, le porter au niveau du pays. Comment cela a été accueilli? Oui, au début, quand on est arrivé, en effet, on apporte, on est ce visage nouveau, on est cette nouvelle génération d'indépendantistes, même au-delà, nationalistes, souverainistes, et donc on apporte ces idées nouvelles, et à la fois sur, encore une fois, la continuité, hein, j'aime le rappeler aussi, de ce qui a été lancé à l'époque par nos grands leaders, Jean-Marie Tjibaou et les équipes qui l'ont entouré, où la culture kanak, ni le peuple kanak n'est pas au sens ethnique ni racial, mais au sens multiculturel, au sens où on va créer un État, une nation ensemble. Donc nous sommes dans la continuité en quelque sorte de ce qui a été élaboré déjà depuis, et donc quand on le revient, on le rationalise, on apporte des éléments avec une offre beaucoup plus réfléchie et bien établie, et on en discute. Par exemple, moi avec mon grand-père, que je discute souvent, mes tontons aussi, mais également avec mes papas, grand-père et bien sûr, après plus largement au niveau de la famille. J'ai pas eu de problématique à pouvoir poser les éléments, mais de manière transparente. Je pense que le plus important dans tout cela, c'est comme dans la culture, c'est comme dans nos échanges, dans nos us et traditions, c'est de pouvoir le faire de manière transparente, de pouvoir le porter vraiment avec beaucoup de confiance. Ça repose sur le principe de la confiance, je pense aussi. Donc ta famille t'a soutenu? Oui, tout à fait. Ma famille m'a soutenu. Après, vous savez très bien, au niveau du pays, au niveau de nos familles, de nos clans, de l'organisation du pays, c'est un pays qui est très politisé, il faut le dire. C'est un pays qui est très politisé, donc nos familles, ils sont bien ancrés dans les partis politiques. Oui. Mais ils le disent, ils le sentent, ils le savent que, et bien sûr, on vous envoie pour vous former là-bas.
c'est le discours à la base quand on parle. Oui, oui. Et ensuite, c'est pour revenir et poser votre pierre à l'édifice de notre pays. Donc on est dans cette continuité, dans cette forme de continuité où on ne vient pas vous raser les murs, non, pas du tout. Le fait que tu sois une femme, ça les a pas un peu fait? Réticents, c'est ça? Ils Oui, sont pas oui. réticents. Bah, plus de l'inquiétude parce que c'est vrai que la politique, ça reste un milieu très masculin. Tout à fait. Je pense que c'est tout l'enjeu et à la fois l'ambition à la hauteur de cet engagement pour le pays, à la hauteur des enjeux et des attentes que notre pays attend, je pense, de la part de l'ensemble des responsables politiques. Et c'est en cela aussi que j'ai pris cette présidence en tant que femme kanak du Méniès, et aussi surtout de pouvoir le faire et le discuter librement au sein des clans et de ma famille ou plus largement de mon entourage avec l'ensemble des prestations qu'on a pu faire depuis les provinciales 2019 jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a cette confiance aussi qui s'est instaurée où ils voient qu'on a cette hargne et cette détermination et cette audace d'y aller au devant et de dire que la femme elle a toute sa place dans l'ensemble des discussions qui touchent au pays, que ça soit d'un point de vue institutionnel, que ça soit d'un point de vue politique et surtout sociétal. Notre dernière invitée de la deuxième édition de la pause décoloniale, c'était Françoise Caillard. Elle avait relevé une petite inquiétude par rapport à la charte du peuple kanak, l'article 56 disant que la société kanak est une société patriarcale, que son système social fonctionne à partir d'une transmission des droits, des pouvoirs et des responsabilités basées sur l'homme. Donc, on sait que l'organisation sociale kanak, dans sa configuration actuelle, est loin de son état ancestral. L'organisation sociale kanak a été modifiée par la force des choses et a subi les influences du fait colonial, de la religion et du capitalisme, qui est venu renforcer en fait le pouvoir des hommes. Françoise Vergès dit d'ailleurs que le colonialisme européen a renforcé le patriarcat. Alors déjà, toi, est-ce que tu penses, en tant que jeune femme kanak, que la société kanak est patriarcale? Oui, tout à fait. Nous sommes dans la culture, la société kanak, c'est une société patriarcale, au sens où l'ensemble du patrimoine. Quand je parle du patrimoine, c'est le patrimoine matériel, immatériel et aussi tout ce qui va toucher au foncier est transmis par l'homme. Et donc, et tout ce qui concerne le patronyme, etc., est transmis par l'homme. Donc oui, tout à fait. Et est-ce que tu partages, est-ce que tu penses que le fait que ce soit, parce que si on prend la définition du patriarcat dans la langue française, c'est que c'est une forme d'organisation sociale où en gros l'homme a tous les pouvoirs. Est-ce que tu penses que que notre société elle est configurée telle que la définition déjà telle que la définition le décrit là, la définition du patriarcat au sens du dictionnaire français, et si oui, dans ces cas-là, est-ce que le fait que ce soit une société patriarcale, c'est une entrave aux valeurs, aux piliers de cette société idéale, cette société égalitaire qu'on voudrait avoir pour nos enfants plus tard? Je pense que de base, il faut poser la définition, comme vous l'avez rappelé, qu'est-ce que le patriarcat aujourd'hui, au sens, on va dire, occidental, justement, avec cette forme d'organisation sociale et juridique fondée par tout ce qui est détention de l'autorité par les hommes. Et donc derrière le patrimoine qui est transmis par l'homme. Et derrière aussi, qu'est-ce que le féminisme? Qu'est-ce que veut dire réellement
ces deux mots pour éviter de les mettre en opposition, je pense. Parce que nous, depuis le début, à chaque fois, en tout cas dans comment on le défend, nous sommes dans une vision où la femme, certes, elle est à l'égal de l'homme, tout à fait, égalitaire, voilà, maintenant avec les systèmes de parité, etc., mais également dans une complémentarité. Je m'explique. Le mouvement féminisme, pour moi, en tout cas, c'est un ensemble d'idées philosophiques et politiques qui viennent défendre et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, pour les droits de la femme, pour tout ce qui vient toucher à tout ce qui est problématique que la femme subit, les violences conjugales, les violences familiales également, parce que elle subit également avec ses enfants, etc. Également pour tout ce qui est viol et j'en passe, féminicide, etc. Donc, il peut y avoir aujourd'hui, je viens pas les mettre en opposition et de dire que il peut y avoir aussi aujourd'hui dans cette société, il existe dans notre société patriarcale, société kanak, des hommes qui viennent défendre aussi ces idées-là. Ils viennent défendre aussi cette philosophie et cette politique de mettre en avant cette égalité qui aujourd'hui, s'il existe ces groupes-là, c'est qu'il reste des grosses améliorations à faire, c'est qu'il reste une reconnaissance réelle et profonde du statut de la femme, de son expression libre, etc. Mais en rien, je mets en opposition ces deux parties-là. Et comme tout à l'heure, je l'expliquais aussi, il existe aujourd'hui des femmes kanak qui sont chefs de clan, dans le nord. Elles sont 7 en région Haute-Mawat. Et c'est pour dire que cette partie-là qui est transmise par le patrimoine, elle se fait aussi au niveau de la femme. Okay. Et donc, c'est pour dire que on n'est peut-être pas parfait, mais il y a des évolutions, il y a des améliorations qui se font. Ça prend son temps, mais ce qui est intéressant, c'est que les femmes, de plus en plus, elles s'affirment dedans, cette société, certes patriarcale. Le but, je pense pas, c'est de rentrer dans une société matriarcale, mais c'est vraiment de pouvoir faire émerger cette complémentarité, cet équilibre, cette parité, cette égalité où la femme, elle a son rôle dans une société, qu'elle soit patriarcat ou matriarcat. Et je pense que c'est tout l'enjeu et le défi du modèle sociétal de demain que nous voulons construire, que nous voulons modéliser, de sorte à ce qu'on puisse tous se projeter, toutes et tous, à l'échelle du pays. Quand je parle de l'évolution du statut de la femme, ça touche à toutes ces problématiques-là où on fait évoluer aussi et on améliore aussi notre société. Et je pense que comme ça a toujours été, notre culture, elle n'est ni figée, elle s'adapte à la société, elle s'adapte au changement, à cette société en perpétuelle mouvance et ça en fait partie. À quel genre de citoyen vous pensez, vous souhaitez pour la société de demain? Alors le citoyen que nous pensons pour la société de demain, c'est un citoyen déjà qui puisse vivre librement, et en totale harmonie dans le pays, avec les valeurs qui le constituent, qui le ressemblent, et qui puisse derrière également quand je dis avec les valeurs de la culture kanak inclusive, et qui puisse justement la faire la transmettre de génération en génération. L'idée c'est juste la lettre, le mode opératoire qui changera, mais l'esprit sera toujours le même. Je pense que si cette culture kanak, elle a traversé ces millénaires jusqu'à aujourd'hui, c'est que nos anciens, ils ont su faire des concessions de part et d'autre, et pour que nous sommes là encore aujourd'hui avec ces valeurs qui nous sont profondes et qui viennent depuis. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir allier cela, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse, mais vraiment à l'échelle. C'est pour ça que je parle plus sociétal, non pas que institutionnel et politique, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, des autorités politiques, religieuses, coutumières et aussi de la société civile doivent participer à cela. Et c'est pour ça qu'on est sur un nationalisme kanak inclusif, totalement assumé, où on se dit que demain, cette société, elle ne peut pas se faire sans nous.
C'est fini de mettre à la marge une culture et une autre, etc. Le véritable vivre ensemble, c'est vraiment si on arrive à ne pas cohabiter, mais à vivre vraiment ensemble, les uns avec les autres, avec cette interculturalité qui existe déjà. Nous sommes le résultat de cela. Nous sommes tous métissés, que ce soit polynésiens, tongiens, enfin bref, mélanésiens, etc. Et même européens. Donc ce maillage, il est véritablement présent ici en Nouvelle-Calédonie. Il faut juste le verbaliser, il faut juste le fait de le dire, de l'exprimer et d'inclure tout le monde. Ça va faire que on va pouvoir y arriver à ce citoyen de demain kanak au sens métissé, au sens interculturel, au sens inclusif, ouverte. La culture, elle est toujours ouverte. Il y a que les hommes qui mettent les barrières, mais la culture, elle a toujours été ouverte. Voilà, c'était l'entretien avec Moniego Auchas. Merci Moniego pour ce bel échange. Je le rappelle, elle est entrepreneure, consultante et coach. Elle est militante, présidente du MNIS, Mouvement Nationaliste Indépendantiste Souverainiste. Avec elle, nous avons abordé les points suivants. La nécessité de renouveau politique, apporter de nouvelles propositions et des solutions qui dépassent le clivage binaire qui bloque le pays. Le nationalisme kanak inclusif porté par le MNIS, autrement dit l'inclusion de tous dans un pays kanak. Autre point, faire évoluer le statut de la femme kanak, c'est faire évoluer la société. Voici une clé à l'émancipation du pays. Enfin, la société kanak est patriarcale, certes, mais ce n'est pas un état définitif. Elle saura s'adapter comme elle a toujours fait depuis des millénaires. Merci. Puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est la femme kanak en politique, parler de Dewe Gorodé est inévitable. Elle a marqué le militantisme kanak, le féminisme kanak et a été près de 20 ans membre du gouvernement. Elle était notamment en charge de la culture, la jeunesse et les sports, la condition féminine, la solidarité, la citoyenneté. On lui reconnaît la gestion de 2 gros dossiers, l'enseignement des langues kanak et les signes identitaires. Elle a ainsi largement contribué à la rédaction puis à l'adoption par le Congrès de la délibération numéro 265 du 17 janvier 2007 portant création et organisation de l'Académie des langues kanak. Je choisis donc de finir cette 3e édition en vous laissant écouter un extrait d'un entretien de Dewe Gorodé pour Île en Île, un site créé en 1998 qui présente les auteurs insulaires francophones. Dans cet entretien, Dewe Gorodé répond aux questions de Thomas Pire à Poneriwan le 5 septembre 2009. Elle raconte ses débuts en tant qu'auteur et répond à 5 questions concernant son quartier, son enfance, son œuvre, son engagement politique et l'insularité. J'ai choisi de vous faire écouter l'extrait sur son engagement politique. Bonne écoute et je vous remercie d'avoir fait une pause décoloniale avec nous. Je vous retrouve le 7 avril à 13h30 sur les ondes du Canal K. À bientôt. Oui, donc peut-être que vous ne le savez pas, mais voilà, je suis aussi une responsable politique. Effectivement, je suis membre, aujourd'hui je suis membre du gouvernement de mon pays. Je suis en charge de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté. Ce sont des domaines, en tout cas pour ici, éminemment très politiques parce que les femmes, c'est la moitié du monde, hein, les femmes. La citoyenneté, c'est comment s'engager dans la démocratie. Comment revendiquer des droits, mais en même temps en sachant qu'on a des devoirs. Comment construire un pays en construisant en même temps cette notion-là de citoyenneté. Donc nous sommes dans ce contexte, voilà. Et la culture, notre culture, donc la revendication identitaire ici, elle a toujours été présente à côté de la revendication politique. Donc la question culturelle, elle est au centre du débat politique dans ce pays.
puisque le cadre de l'accord de Nouméa, qui est le cadre de l'émancipation et de la décolonisation de ce pays, il est dit dans son préambule qu'il est nécessaire de reconnaître l'identité kanak pour construire la citoyenneté. Donc, comme vous voyez, je suis responsable au gouvernement de questions éminemment politiques, même si on dit oui, la culture, donc la culture, la condition féminine et la citoyenneté. Et je dois dire que ce n'est pas un hasard non plus. J'estime que oui, il faut, dans la vie réelle, comme je le dis dans mon roman, il faut prendre aussi ses responsabilités. Et pour moi, le travail de l'écrivain va avec le travail du militant politique ou du responsable politique. Ce sont deux domaines donc, qui sont indissociables, en tout cas encore indissociables aujourd'hui de ce que je suis, jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je continuerai sans doute à écrire, même si j'ai pris ma retraite politique, parce qu'il faut bien prendre la retraite un jour. Mais je pense que je continuerai à écrire. Parler d'insularité, c'est parler de micro-sociétés, c'est aussi parler de ces relations très fortes entre nous, puisque tout le monde se connaît et tout le monde est plus ou moins parent, tout le monde a plus ou moins des relations familiales. Et c'est ça qu'il faut intégrer donc déjà dans l'insularité. Et ce qui fait que c'est peut-être pour ça que nous avons mis longtemps à écrire ici, parce que nous sommes aussi des sociétés d'oralité hein, dans nos îles. Et c'est difficile d'écrire en milieu insulaire parce qu'on a toujours, on a constamment le regard de l'autre. Mais je trouve aussi que l'insularité, eh bien oui, quand tous les matins nous avons la mer devant nous, eh bien nous regardons hein, toujours à l'horizon et nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe là-bas derrière la ligne d'horizon. Et c'est une formidable, vous savez, c'est un peu comme quand on est dans le désert, hein. Je crois que je le dis dans un passage de mon roman, quelquefois la lumière et le soleil ici rappellent la lumière du désert, parce qu'on est dans un désert et on a envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, derrière la ligne d'horizon, qu'est-ce qu'ils font ceux qui sont là-bas sur les îles à côté et puis au-delà. Voilà, c'est ça pour moi l'insularité. C'est à la fois cette micro-société où tout le monde se connaît et donc tout le monde a des relations familiales et en même temps ce désir d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière la ligne d'horizon.